8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité en ce vendredi est Antoine Ravard. Il est secrétaire national adjoint du Parti Socialiste, porte-parole du PS dans les Côtes-d'Armor. Il est venu en direct ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler du PS et on va parler évidemment de la présidentielle et on va parler aussi d'un sujet grave également. Alors quand je dis grave, évidemment c'est l'histoire qui s'écrit en Ukraine, aux portes de l'Europe, à deux pas de chez nous finalement. Mais je voulais commencer par l'événement d'hier, la candidature d'Emmanuel Macron. Alors événement ou non événement finalement ? Non événement, c'était un secret de polichinelle. Tout le mystère était sur le moyen qu'il utiliserait pour déclarer sa candidature. Maintenant c'est fait, alors ce qu'il faut souhaiter c'est que le débat démocratique puisse enfin se lancer, parce que si on peut tous comprendre que le président de la République soit focalisé sur la crise en Ukraine, il doit en même temps être un candidat, donc il doit en même temps permettre un bon débat à la fois sur son bilan et sur son projet qu'on pour l'instant on ne connaît absolument pas dans cette lettre, donc on va voir dans les semaines à venir s'il offre véritablement ce débat démocratique aux Français. Alors quand on lit la lettre, on voit un petit peu une forme de continuité finalement. Oui, c'est à mon avis, la stratégie qui a été choisie par Emmanuel Macron et son parti, justement, parce que la continuité lui permet pour le moment d'éviter tout débat, et ce qui empêche en fait la campagne présidentielle de véritablement commencer. C'est-à-dire que quand le président sortant ne permet pas et ne participe pas au débat, on a du mal à accrocher à cette campagne, et c'est ce qu'on voit localement sur le terrain au quotidien. Alors on a vu un président, et ça va nous amener à cette guerre en Ukraine, cette guerre en Europe, en tout cas aux portes de l'Europe, si on considère l'Union européenne. On a vu ce président se démener, il n'y a pas d'autre mot, pour essayer de ramener quelque part un Vladimir Poutine guerrier à la raison. Est-ce que vous trouvez que la posture présidentielle a été bien respectée, qu'on était bien dans un président qui essaie d'éviter une guerre ? Oui, je crois que sur le sujet de l'Ukraine, et c'est d'ailleurs la position qui est adoptée par Anne Hidalgo et qu'elle répète, le président de la République a joué son rôle. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, comme vous l'avez dit, à deux pas de chez nous, aux portes de l'Europe. Le président de la République est en charge de la diplomatie et de la gestion de l'armée en France. Il est normal qu'il essaye de maintenir la paix jusqu'au bout. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais je ne vois pas l'intérêt de lui en faire grief. Et il est normal qu'aujourd'hui, il continue de jouer son rôle diplomatique et de chef de l'armée française pour essayer de retrouver la paix, pour assurer aussi la gestion des réfugiés. On voit aussi que de nombreux élus locaux se mobilisent sur cette question de la gestion des réfugiés, notamment les élus socialistes dans le département. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas aller jouer la politique politicienne sur le cas de la guerre en Ukraine. Il faut laisser le président de la République faire son travail, comme je le disais, tout en espérant qu'à côté, il fasse aussi son travail de candidat à l'élection présidentielle. La guerre en Ukraine, vous qui êtes de la jeune génération politique, est-ce que vous imaginiez un jour qu'on dise une guerre ici en Europe, qu'on en parle comme ça, qu'on prononce même ce mot ? C'est difficile à dire si on l'imaginait. Ce qui est sûr, c'est que nous, ma génération, on ne l'avait jamais connu sur le territoire européen. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il faut mettre, à mon avis, les choses au clair, parce qu'on entend encore chez quelques candidats à l'élection présidentielle, notamment des discours ambigus. Cette guerre, elle est assez simple à définir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un État agresseur et un peuple agressé. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des candidats qui essayent d'entretenir une ambiguïté qui consisterait à dire que l'OTAN, dont la France fait partie, aurait une forme de responsabilité dans l'agressivité de la Russie. C'est absolument faux. Et ça, il faut le dire avec force. C'est ce que font tous les candidats républicains à l'élection présidentielle, et notamment Anne Hidalgo, qui sera d'ailleurs aujourd'hui à Varsovie avec les maires des principales villes européennes pour créer une coordination à l'échelle des grandes capitales, notamment dans les questions de l'accueil des réfugiés et du soutien qui peut être amené à l'Ukraine et aux villes ukrainiennes. Alors Anne Hidalgo se présente à la présidentielle avec des sondages qui ne sont pas, allez, on va dire, au beau fixe. Elle est à la peine, Anne Hidalgo. Est-ce que c'est elle le problème, pardonnez-moi de le dire si franchement, c'est elle le problème où finalement le programme ne correspond pas à l'attente des Françaises, des Français ? Je pense que le programme correspond à l'attente des Français, et je vais vous dire qu'on est sur le terrain tous les jours avec les élus socialistes, les militants, des sympathisants, et tout le monde nous dit sans arrêt que le programme correspond à leurs attentes sur le sujet de la jeunesse, sur le sujet du vieillissement, sur le sujet du logement, de la transition écologique, qui sont pour l'instant malheureusement des sujets qui ont très peu de place dans cette campagne présidentielle. Pour ce qui est des sondages, évidemment, on les regarde comme tout le monde, mais je pense que les sondages, c'est un peu le baromètre de ceux qui ne sortent pas de leur bureau parisien. Et moi, je les invite très bien, ces commentateurs éternels des sondages, à se rendre un peu sur le terrain avec nous, à discuter avec des personnes en dehors des grandes villes, en dehors des grandes métropoles, et de se rendre compte que
sur tout un tas de propositions comme l'augmentation du SMIC, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la création d'un bouclier logement pour que plus aucun ménage en France ne consacre plus de 30% de ses revenus au logement, alors qu'aujourd'hui les catégories les plus pauvres consacrent 50% de leurs revenus au logement. Vous imaginez le peu de marge qui reste après. Avec quelque chose qui va se tendre à ce niveau-là également, puisque ça nous ramène encore à cette guerre en Ukraine, avec un risque, il est avéré désormais, d'augmentation des charges. On pense au gaz, on pense à l'énergie, à l'électricité, et des ménages qui ont déjà du mal à s'en sortir risquent vraiment de ne plus pouvoir s'en sortir. Donc on peut en dire un mot de ce bouclier éventuellement logement, ça peut être intéressant aussi, et des mesures qui peuvent être concrètes et rapides finalement lorsque le président ou la présidente sera aux affaires. Alors les mesures les plus concrètes, les plus rapides comme vous dites, parce qu'effectivement le programme d'Anne Hidalgo il est construit avec à la fois des mesures d'urgence, puisqu'on est à la fois dans une crise sociale, une crise écologique, une crise démocratique et une crise internationale qui vient de s'ajouter, et puis des mesures de long terme. Et dans les mesures d'urgence, il y a effectivement d'une part l'augmentation du SMIC de 200 € dès l'élection d'Anne Hidalgo, l'augmentation du minimum vieillesse aussi à 1 000 € pour plus qu'on ait un retraité pauvre dans ce pays. Et puis il y a effectivement cette idée du bouclier logement avec une allocation particulière pour toutes les personnes qui consacreraient plus de 30% de leurs revenus mensuels à leur logement. Et puis il y a tout un tas effectivement de mesures aussi sur l'isolation thermique des logements, puisqu'on sait que c'est à la fois une mesure de pouvoir d'achat, une mesure pour la transition écologique, de permettre à tous les ménages, y compris les plus pauvres, de mener cette transition énergétique de leur logement, qui font que parfois on a des locataires dans des HLM qui se retrouvent avec des factures d'énergie en fait supérieures à la facture de leur loyer. Et avec Anne Hidalgo, on propose donc un tiers payant de la rénovation énergétique qui permettra à chacun de mener cette rénovation énergétique de son logement pour avoir une facture de chauffage notamment moindre, sans aucune avance de frais. Ce sera avancé par la Caisse des dépôts et le remboursement sera à faire au moment de la cession ou de la vente du logement. Voilà, ce qui permet une plus grande souplesse finalement. Exactement. Alors, on parlait aussi avec, là encore, ça nous ramène à cette actualité, à cette guerre, hein, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'elle est très liée aujourd'hui à notre actualité française, j'allais presque dire régionale. On voit ces réfugiés, vous y faisiez allusion à l'instant Antoine Ravard, ces réfugiés qui arrivent. Alors on voit aussi des candidats, on entend des candidats à l'élection présidentielle qui disent quasiment unanimement il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Et on entend d'autres candidats qui disent oui mais pourquoi plus les Ukrainiens que les réfugiés qui arrivent de pays en guerre, on pense à la Syrie. Alors on a effectivement des candidats qui sont dans cette contradiction, c'est pas le cas d'Anne Hidalgo, c'est pas le cas du Parti Socialiste, puisque nous on est assez droit sur cette ligne. On a toujours considéré que les réfugiés qui fuyaient la guerre, la misère, qui demain fuiront les famines causées par le réchauffement climatique, doivent être accueillis par les pays qui en ont les moyens. La France, depuis quelques années, n'a, à mon avis, pas accueilli comme elle aurait pu le faire. Alors bien sûr, il faut évidemment travailler à une meilleure qualité de l'accueil, une meilleure intégration des réfugiés, mais il faut aussi savoir parer au plus pressé. Et on sait que, notamment dans le département, les villes, notre sénatrice Annie Louérou, les différents maires ont déjà pris position pour dire qu'ils étaient en capacité d'accueillir. Ça a été le cas aussi de nombreux maires socialistes partout en France. Je pense à Martine Aubry, je pense à Anne Hidalgo elle-même à Paris. Je pense ici à la région Bretagne, qui ont tout de suite dit qu'il y avait une capacité d'accueil et qu'il fallait structurer cet accueil. C'est ce que font les élus locaux actuellement, c'est de préparer l'accueil, préparer le soutien aux personnes qui pourraient être amenées à arriver en France. On a aussi un grand soutien de la population qui très vite a pris fait et cause pour essayer d'accueillir au mieux les réfugiés qui arrivent, souvent des familles d'ailleurs, des femmes, des enfants qui arrivent et leur offrir un toit comme ça tout de suite dans l'urgence. Est-ce que c'est rassurant de se dire qu'il y a une grande solidarité encore qui fonctionne dans ce pays ? Oui, c'est rassurant parce que effectivement, la mobilisation citoyenne doit toujours aller de pair avec la mobilisation des élus locaux. Et je pense notamment aux associations qui font un travail remarquable à chaque crise migratoire et qui, là, de nouveau, se mettent en capacité d'accueillir, de favoriser l'accueil, effectivement, en démarchant des familles, en trouvant du soutien. Également pour faire parvenir des biens de première nécessité, notamment dans les pays où actuellement, il y a déjà des centaines de milliers de migrants qui sont encore en transit. Je pense notamment à la Pologne. Et donc, il y a énormément d'associations qui font des campagnes d'appel aux dons. Il y a ici aussi des mobilisations. Je pense notamment à l'Emballe avec certaines associations pour des achats de médicaments ou de produits de première nécessité, chose toute simple, hein, mais comme des couches pour bébés ou des protections hygiéniques et des médicaments, je le disais. Donc effectivement, il y a une belle solidarité qui est à la hauteur de l'histoire de notre pays. Alors, la présidentielle, on y revient dans ce contexte
chahutée dans ce contexte historique, il faut bien le dire aussi. On a l'impression qu'elle est passée un petit peu au second plan hein, ces dernières semaines, en tout cas ces 2 dernières semaines, mais néanmoins la campagne continue et on voit les propositions qui se font et on voit toujours l'extrême droite qui progresse. Alors là encore, ça nous ramène aux sondages, on n'en parle pas beaucoup sur l'antenne de Bretagne 5 des sondages, mais voilà, ils sont là, on les lit aussi. Est-ce que, là j'ai posé à beaucoup d'invités qui se sont succédés au micro, donc je la repose, c'est un petit peu ma gimmick du matin, mais est-ce que c'est de nature à vous inquiéter cette montée de l'extrême droite? Est-ce qu'il y a une désespérance qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a essayé un peu la droite, la gauche, les électeurs se disent, bon, on va essayer autre chose? Sans doute qu'il y a de ça. Ça fait déjà quelques années que l'extrême droite progresse, et elle progresse aussi aux élections locales, où longtemps, pourtant, certains ont pensé être protégés localement. La Bretagne n'est pas une terre forcément d'élection, par exemple de Rassemblement National. Et pendant longtemps, le Rassemblement National était considéré comme plus faible en Bretagne. On a aussi vu que, et il faut le prendre en compte, malgré tout, ils ont progressé ces dernières années. C'est aux partis politiques républicains de tenir, à mon avis, 2 choses. À la fois un discours très ferme sur les valeurs et les principes, et ne jamais oublier de catégoriser une personne à l'extrême droite, ne jamais oublier de dire quand un candidat est ouvertement raciste, quand il est ouvertement révisionniste, antisémite, il faut ne jamais oublier de le répéter. Et puis il faut aller aussi parler à ses électeurs, comprendre pourquoi finalement ils ne font plus confiance aux partis républicains, pourquoi ils font plus confiance nationalement à des partis auxquels pourtant ils ont confiance localement, parce que l'extrême droite n'a quasiment pas de maire en France, et c'est toujours en Côte d'Armor, je pense notamment, le Parti Socialiste qui compte le plus d'élus locaux, et ils sont élus, réélus. On a été réélus à l'élection départementale l'année dernière. Le président de région socialiste, Loïc Chéné-Girard, a regagné aussi l'élection régionale. Donc il faut comprendre pourquoi on nous fait confiance dans la gestion locale, et pourquoi sur le plan national, on a eu plus de difficultés. Et le programme d'Anne Hidalgo, il répond là-dessus, parce que il répond à ce sujet, parce que il traite les sujets de l'urgence sociale qui est un sujet principal qui fait qu'on a perdu une partie de nos électeurs, mais l'urgence écologique, l'urgence démocratique aussi, puisque l'extrême droite, même si ce sont des partis républicains, ils se cachent un petit peu derrière un paravent démocratique qui est complètement fantasmé, hein, il ne faut pas tomber là-dedans, mais c'est à nous, finalement, les militants, d'aller parler à ces électeurs et de les convaincre de voter pour des partis républicains. Alors des fois, on entend un petit peu au gré des conversations, alors on ne va pas faire radio-comptoir, hein, ce n'est pas le but du jeu, mais très souvent, au gré des conversations, et pas seulement au bar, mais aussi sur les marchés ou ailleurs, des électeurs qui disent on n'ira pas aux urnes, on a essayé la droite, on a essayé la gauche, c'est toujours pareil, il y a de l'insécurité, il y a de la violence dans nos rues. Alors il ne s'agit pas de dire que la France est un coupe-gorge, hein, bien entendu, loin de moi l'idée, mais on a l'impression que sur des questions de sécurité, alors d'immigration, on en parlait à l'instant, les partis plutôt situés à gauche ont été plutôt timorés. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut redonner une orientation, recomprendre ces grands phénomènes, la migration évidemment, mais aussi la sécurité dans nos rues? C'est vrai, c'est un fait qu'il y a des problèmes de sécurité. S'il faut s'en emparer finalement pour ne pas laisser ces sujets à l'extrême droite, par exemple. La gauche s'est emparée de ces sujets de sécurité. En vérité, il y a longtemps, il y a certainement eu un problème de communication, de présentation de ce qui a été fait. Mais quand on regarde les dernières années, le mandat de Nicolas Sarkozy a supprimé 10 000 postes de policiers. Celui d'Emmanuel Macron, on est à 1500 suppressions. Entre-temps, François Hollande a créé 9 000 postes de policiers. Le programme d'Anne Hidalgo, il prévoit aussi des embauches de policiers et de gendarmes pour les mettre sur le terrain, au plus proche des habitants et pas spécialement dans l'administration. Mais il faut aussi mieux traiter nos policiers pour que le métier attire, qu'ils recrutent, il faut mieux les rémunérer, il faut évidemment bien mieux les former. La formation était auparavant de 12 mois pour un gardien de la paix. Emmanuel Macron l'a réduite à 8 mois. Il y a d'ailleurs eu tout ce débat lors de la crise des Gilets jaunes. On a quand même vu beaucoup de débordements, alors, sans doute de la part des manifestants, mais aussi des policiers. Oui, il y a certainement eu des affrontements, on les a tous vus dans les grandes villes notamment. Moi je préfère pas retenir ça de la crise des Gilets jaunes si vous le permettez, parce que encore une fois c'est un biais assez citadin et métropolitain, c'est-à-dire que notamment les médias qui ont relayé ça se sont concentrés sur 3-4 villes en France dans lesquelles il y a eu des affrontements qu'il ne faut pas négliger, je vous l'accorde, et les violences des manifestants n'ont pas lieu d'être, absolument pas lieu d'être. Je parlais plus de la formation des policiers, on avait des policiers très vite débordés, pas forcément assez en nombre, là moi je parlais plus de cette formation-là, lors de violences, et puis peut-être une forme d'exaspération aussi de se faire taper dessus, quoi. Oui, la formation des policiers est le premier sujet pour nous, pour la sécurité. Il faut
avec l'embauche, je l'ai dit, pour mettre des gens sur le terrain, et il faut mieux former les policiers pour qu'ils soient en capacité, enfin l'ensemble des forces de l'ordre en vérité, pour qu'ils soient en capacité de faire face à toutes les situations auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Comme je l'ai dit, dans ce quinquennat, la formation d'un policier, elle a été réduite d'un tiers. C'est conséquent, hein, de réduire d'un tiers, la formation d'un policier. Pendant longtemps, la France a été un exemple en termes de maintien de l'ordre, donc c'est notamment la fonction des CRS, donc de ceux qui s'occupent des manifestations. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, notamment à Paris, avec certains ordres donnés qui étaient complètement insensés et qui ont contribué à augmenter les violences. Mais encore une fois, c'est absolument pas les policiers de terrain qu'il faut cibler. C'est la hiérarchie, c'est l'ordre, c'est la manière dont on forme nos policiers, c'est la manière dont on structure la réponse aux éventuelles violences. Alors aujourd'hui, là encore, ça nous ramène à l'Ukraine, ce caractère anxiogène d'une guerre qui pourrait d'ailleurs, on a quand même entendu brandir dans diverses expressions l'arme nucléaire, donc quelque chose quand même qui nous ramène à la guerre froide, à une histoire qu'on pensait morte et enterrée. Est-ce que là aussi, il va falloir donner des moyens à l'armée, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que l'armée n'a pas forcément, même si elle est très efficace, tous les moyens nécessaires. Est-ce que dans le programme d'Anne Hidalgo, par exemple, on se penche sur cette question de l'armée, oui, de la protection dans finalement le programme d'Anne Hidalgo, il y a effectivement des réponses. Alors il faut effectivement, à mon avis, considérablement renforcer le budget de l'armée, qui a été affaibli, notamment justement depuis la fin de la guerre froide. C'était ce mythe d'une forme de paix éternelle qui sera arrivée en Europe. La fin de l'histoire, comme on disait, qui n'est absolument pas survenue. Donc il faut embaucher massivement des policiers et mieux les armer aussi, et puis investir notamment dans des domaines nouveaux comme la cybersécurité et le spatial, puisqu'on voit bien que la guerre menée par Vladimir Poutine, ce qu'on appelle aujourd'hui une guerre hybride, c'est-à-dire à côté de l'affrontement armé, il y a énormément de cyberattaques, notamment vers les démocraties occidentales. Donc c'est effectivement contenu dans le programme d'Anne Hidalgo. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti la semaine dernière sur l'état de l'armée qui est affligeant. Qui dit que notamment depuis la fin de la guerre froide, on a 3 fois moins d'avions de chasse par exemple, 2 fois moins de frégates, et c'est tout un tas de sujets sur lesquels il faut travailler. Là-dessus, on peut espérer qu'il y ait un consensus aussi au sein des différents partis et des différentes candidatures à l'élection présidentielle, puisque c'est aussi des sujets sur lesquels on doit être en mesure de se retrouver quand on est face à une situation réelle comme celle qui se passe actuellement aux portes de l'Europe. Alors, il y a aussi la sécurité de l'énergie. Aujourd'hui, alors on parle d'environnement. On a un autre rapport, celui du GIEC, qui fait froid dans le dos, parce que finalement, on nous dit, ça y est, il y a des choses, on ne les reverra plus jamais, on va arriver à un chaos au niveau du réchauffement climatique. C'est presque un fait avéré aujourd'hui. On peut encore faire quelques avancées, quelque chose, mais il faut faire vite. Alors, ça nous amène à l'énergie, et là encore, l'actualité télescope ce sujet de l'énergie avec la sécurisation des importations d'énergie. On pense au gaz, mais on pense aussi à la production d'électricité. Est-ce qu'il va falloir revenir à une souveraineté au niveau de l'énergie, et de l'énergie évidemment décarbonée, hein. On entend bien cet aspect des choses. Alors, il faut évidemment revenir à une forme de souveraineté énergétique. C'est d'ailleurs un axe fort du programme d'Anne Hidalgo là aussi. C'est-à-dire que Anne Hidalgo se fixe à la France un objectif clair, c'est d'atteindre 100% d'énergie renouvelable le plus rapidement possible. On ne fixe pas de date parce que finalement fixer une date, ça serait assez ridicule dans la mesure où ça reviendrait à une course à qui fermera les centrales nucléaires le plus rapidement possible. C'est absolument pas le sujet. Il faut maintenir le nucléaire, l'énergie nucléaire, tant que les énergies renouvelables ne sont pas en mesure d'assurer la même capacité énergétique à la France. Et puis pour répondre, parce que je reviens sur la crise en Ukraine aussi, si vous permettez, qui entraîne un enchérissement du prix de l'énergie, qui a déjà été le cas ces derniers mois. Le prix du gasoil atteint presque 2 € ici à Quessoy ce matin. Il faut réduire, à mon avis, la TVA sur l'essence de 20% à 5,5%. C'est ce que propose Anne Hidalgo depuis le mois d'octobre. Et la mesure doit être encore plus d'actualité, alors que là, on va avoir du mal à se fournir. De même que sur les prix du gaz, qui risqueraient d'augmenter, et je pense notamment en Bretagne, où c'est la principale importation bretonne venant de Russie, c'est le gaz. Et on a besoin de bloquer ces prix de l'énergie pour que les sanctions que l'Europe et les États-Unis et l'ONU prendront contre la Russie ne retombent pas finalement sur les Français. Alors sur le nucléaire, on a vu Emmanuel Macron très volontariste en disant voilà, il faut construire de nouveaux EPR. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou là aussi une fausse bonne nouvelle ?
Je pense que c'est une fausse bonne nouvelle aussi parce que c'est finalement une odyssée industrielle des années 60-70 que nous propose Emmanuel Macron. C'est un grand retour en arrière, c'est multiplier les EPR alors même que pour l'instant le seul EPR qui existe en France, on n'arrive pas à le terminer. Le budget a été multiplié par 7 à Flamanville. Il faut... Nous, sur le nucléaire, on est très clair, je l'ai dit, il ne faut pas fermer immédiatement les centrales. Ce n'est pas une course à la fermeture aux centrales. Il faut les maintenir et les rénover, ce qu'on appelle le grand carénage, qui est le nettoyage des centrales pour leur permettre de durer 10 ans ou 20 ans supplémentaires, tout en développant massivement les énergies renouvelables. Et je voudrais préciser quelque chose, malheureusement, les défenseurs acharnés du nucléaire essayent de nous faire un peu tomber dans le panneau, disant que ça nous garantit une indépendance énergétique. Parce que l'électricité issue du nucléaire est produite en France, c'est vrai, mais le matériel nucléaire, l'uranium, n'est absolument pas extrait depuis la France, il est extrait en majorité depuis le Niger. Donc en termes d'indépendance énergétique, on fait mieux, et c'est les énergies renouvelables. Voilà, et ça nous amène aussi là à la géopolitique. On voit en Afrique quand même des soubresauts, ça a été un petit peu éclipsé par la guerre en Ukraine, mais on a vu quand même la France reculer au Mali, par exemple, et sur ces zones d'influence historiques. Effectivement, la France va se retirer du Mali, à la demande d'une junte malienne qui a fait un coup d'État, qui n'est absolument pas un gouvernement démocratiquement élu. Et d'ailleurs, après ce coup d'État, ils ont dit qu'ils garantiraient des élections, mais pas avant 5 ans, parce que ça leur mettrait 5 ans de s'installer. Donc on voit bien à quel type de régime on a affaire. On y voit aussi la main de la Russie, la main de Vladimir Poutine via ses milices, Wagner par exemple. Exactement, il y a cette entreprise privée, c'est le retour des mercenaires dans la guerre, ce qui avait un petit peu disparu au cours des dernières décennies, même des derniers siècles, mais finalement on a le retour de ces armées privées, donc financées par un oligarque proche de Vladimir Poutine, effectivement Wagner, qui sont très actifs notamment en Mali ou en République centrafricaine et qui instrumentalisent, créent de la propagande contre les différents pays occidentaux, notamment européens, et la France au premier lieu au Mali, afin de les chasser et finalement d'affaiblir leur position. Et là, il faudrait aussi demander à des experts en géopolitique, mais il y a une concomitance entre ce qui s'est passé en Afrique depuis 2-3 mois, notamment au Mali, et ce qui se passe en Ukraine, qui fait qu'on est certainement face à une stratégie globale de déstabilisation de la part de Vladimir Poutine. Alors, il y a l'Europe aussi. On a beaucoup parlé de l'Europe ces dernières heures, ces derniers jours. On disait l'Europe difficile à convaincre, difficile à se mettre en marche, difficile à prendre des décisions. À 27, c'est compliqué, hein, vous me l'accorderez. Et là, l'Europe se décide très vite à lancer des sanctions très fortes, très marquantes vis-à-vis de la Russie. Sanctions aussi vis-à-vis des médias russes, ce qui n'avait jamais été fait. L'Europe n'avait jamais sanctionné un média. On pense à Sputnik et RT ici en France et plus largement en Europe. Et l'Allemagne qui a changé de paradigme en disant oui, on va se réarmer, ce qui était plutôt qu'un dogme qui n'était pas du tout à l'ordre du jour en Allemagne. Est-ce que l'Europe va changer finalement après, on espère très vite après cette guerre en Ukraine ? Bon, on espère que cette guerre aura pour impact, et c'est ce qui se passe pour le moment, donc c'est très bien ainsi, de enfin conduire l'ensemble des pays européens, et c'était déjà le cas de la France, et finalement ça vient renforcer les volontés qui étaient et les intuitions qui étaient celles du Parti socialiste depuis des années, à savoir qu'il faut que l'Europe, l'Union européenne, soit une véritable puissance diplomatique et militaire au sein de l'OTAN, mais qu'elle soit le second pilier de l'OTAN à côté des États-Unis et non pas en vassal des États-Unis. Est-ce qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN ? On entend beaucoup de voix qui le demandent. Je crois que c'est absolument pas le moment de se poser la question. Si la question avait pu se poser au moment de l'effondrement de l'URSS ces 30 dernières années, au moment où la paix était garantie, en temps de guerre, l'OTAN aujourd'hui a des troupes, la France commande des troupes de l'OTAN en Roumanie et en Estonie, c'est absolument pas, à mon avis, le moment de se poser la question. C'est finalement une forme d'irresponsabilité diplomatique pour les candidats qui agitent cela en ce moment. Alors on disait changement, il y a aussi le changement, j'allais presque dire dans le fonctionnement de l'Europe. On voit l'Ukraine qui demande instamment à entrer dans l'Europe, et il y a eu consensus pour le coup des pays européens pour dire mais oui, on va accueillir l'Ukraine même si le processus va être long. C'est un symbole. C'est évidemment un symbole. C'est un choix diplomatique qui a été fait, qui a été porté là aussi par Anne Hidalgo, l'a demandé avant même que le président ukrainien ne le demande officiellement, et que le Parlement européen soutienne
cette demande. C'est effectivement un symbole et c'est aussi ça que doit être l'Europe, une Europe puissante. Je le disais, c'est une Europe puissante diplomatiquement, une Europe puissante militairement. Et là, vous le disiez, il y a eu des avancées, notamment du côté de l'Allemagne, et il faut le saluer. Mais il faut aussi une Europe très forte sur les symboles et les principes, parce que la diplomatie, c'est aussi des symboles. Et permettre à un pays voisin de l'Europe, un pays qui est européen sans être membre de l'Union européenne, c'est un pays européen, l'Ukraine, lui montrer toute cette solidarité et lui montrer que son avenir sera commun avec le nôtre, c'est effectivement un symbole très important. On va devoir presque terminer, il nous reste 2 petites minutes à peine, mon réalisateur est intraitable. On voit aussi une jeunesse en Europe et en Russie qui refuse la guerre, qui a envie d'autre chose. Est-ce que c'est ça l'espoir finalement au bout du compte ? C'est forcément un espoir, la jeunesse c'est toujours un espoir. Je pense en France dans l'engagement politique, et c'est ce qu'on va essayer de soulever dans les élections à venir, et également à l'international pour essayer d'aller vers la paix. D'ailleurs, on peut rêver que l'un des plus grands espoirs pour mettre fin à cette guerre soit finalement la société civile russe, qui s'est rarement autant soulevée contre le dictateur Vladimir Poutine, et on peut espérer que les manifestations, et notamment la jeunesse qui se mobilise, comme vous le dites, permettent peut-être de déstabiliser le président Poutine. Un dernier mot sur la présidentielle. On a beaucoup parlé d'union de la gauche qui ne s'est pas faite. Il y a eu cette primaire populaire, mais ça n'a pas abouti finalement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi la gauche n'arrive pas à s'entendre en France? Alors en quelques mots, il nous reste à peine quelques secondes. Ah, la gauche arrive à s'entendre. Cette fois-ci, ça n'a malheureusement pas marché à l'échelle nationale, même c'est dommage puisque je rappelle qu'au mois de décembre, Anne Hidalgo avait proposé d'avoir une primaire, mais une véritable primaire avec des débats et qui permettent d'avoir une exposition projet contre projet et qui ne soit pas finalement une primaire où on choisit juste quelqu'un à la tête du client, parce que c'est ce qui s'était passé avec la primaire populaire, c'était l'impasse de ce système. Localement, on a montré l'année dernière aux élections départementales en Côte d'Armor qu'on pouvait s'unir, que ça menait à la victoire, et la plateforme de la gauche départementale va essayer aussi de maintenir ces discussions. Ça a été annoncé pour les échéances à venir. Voilà, on va devoir se quitter car il est déjà 8h58. Antoine Ravard, je rappelle que vous êtes secrétaire national adjoint du Parti Socialiste, porte-parole du PS dans les Côtes d'Armor, et vous étiez notre invité ce matin en direct dans la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous aussi. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.